À la une ce soir, le premier tour des élections présidentielles en Martinique, les préparatifs, dernière ligne droite pour les agents municipaux chargés d'accueillir les électeurs dans les bureaux de vote. Notre reportage au François et à Fort-de-France dès le début de ce journal. Un accord signé en Guyane après 37 jours de mobilisation. Le collectif et le gouvernement ont scellé un document qui prévoit plus d'1 milliard d'euros pour la Guyane. Les barrages routiers ont été levés, le conflit est terminé. Un nouveau tremblement de terre en Martinique, 4,5 sur l'échelle de Richter ce matin à 6h16. Il a été très peu ressenti. Il s'agit d'une réplique selon l'Observatoire sismique et vulcanologique. Explication à suivre. Enfin, l'actualité culturelle avec cette grande manifestation prévue pour le 30 avril prochain. Le plus grand zouk du monde, les artistes invités, le concept avec notre invité ce soir, Michael Letton, organisateur de l'événement. Bonsoir et à tout à l'heure. Plus que quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle en Martinique, comme en Guyane et en Guadeloupe, on vote avec un jour d'avance. Chez nous, 329 bureaux sont mis à disposition des 311 096 inscrits sur les listes électorales. Dans les mairies chargées de la préparation du scrutin, les employés municipaux étaient encore à pied d'œuvre ce matin. Illustration au François et à Fort-de-France. Louis Sabas. Branle-bas de combat au bureau de l'état civil du François. Avec un personnel rodé à l'exercice, l'endroit est vidé en quelques minutes, car demain, on viendra voter ici. Nous déménageons les services municipaux, donc nous retirons les ordinateurs afin de permettre aux agents des services techniques de retirer les mobiliers afin de préparer le bureau de vote. On a l'habitude, on a déjà un rituel, effectivement, et ça va vite. C'est démonter et ensuite le lundi, après remonter. On est habitué. Et tout est pensé pour que ces élections présidentielles se passent au mieux. Un accès pour personnes à mobilité réduite est construit. Et là aussi, tout se fait en un temps record, 20 minutes montre en main. Ça fait chaque chose une difficulté, chaque axe difficile. Chaque vote nous a fait et nous a conservé pour après, mais des fois, nous avons amené à réutiliser bois, donc des fois nous avons fait. Au François, plus de 16 300 inscrits sont attendus aux urnes. La municipalité a dû ouvrir 2 bureaux de vote supplémentaires. Il y avait des bureaux surchargés, qui veut dire qu'ils dépassaient 2000 inscrits. Et normalement, juridiquement, c'est 1100, 1200. On les a coupés en 2. Alors maintenant, et depuis la dernière élection qu'il y avait pour l'élection municipale, avant on avait 12 bureaux, on les a transformés en 15 bureaux. Dans cette école de Fort-de-France, les travaux vont bon train aussi. Ici, on installe les isoloirs qui permettent de garder son vote secret. Les équipes techniques municipales conduisent cette même opération dans la totalité des bureaux de vote foyalais. Avec mes équipes, on a pratiquement 60 bureaux à préparer, donc nous sommes dispatchés un petit peu partout. 60 bureaux de vote pour plus de 65 800 électeurs sur Fort-de-France. Au 2e et 6e étage de la mairie, on organise la partie administrative du scrutin, mais l'on doit composer avec le retour en masse des cartes d'électeurs qui n'ont pu être remises à leurs propriétaires. C'est toutes les communes apparemment cette année qui ont ce problème. Et à Fort-de-France, on a un retour facilement de plus de 50% des cartes qui nous sont retournées. Les cartes électorales, quand elles ne sont pas remises par la poste, pour celles qui sont retournées en mairie, elles sont tenues à la disposition des électeurs dans le bureau de vote. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la carte électorale n'est pas obligatoire pour voter. Un électeur qui n'a pas sa carte, mais qui est inscrit sur la liste électorale de la commune, peut voter sans carte. Pour ce premier tour des élections présidentielles, ce sont 311 000 électeurs martiniquais qui sont attendus dans près de 330 bureaux de vote de 8h à 20h. Et le dernier jour de la campagne du premier tour de la présidentielle française marqué par cet attentat hier soir à Paris. Un policier tué, 2 autres blessés sur les Champs-Élysées. Écoutez la réaction d'un représentant des policiers ultramarins. Il se dit très en colère après cette nouvelle attaque. On l'écoute au micro de notre correspondant Éric Dupuis. C'était clairement visé contre la police. Pour commencer, rien ne nous dit que sans la bonne intervention quand même de nos collègues qui n'ont pas eu plus de victimes, malheureusement on a quand même une victime à déplorer et c'est quand même grave. Donc nous, dans notre état d'esprit, on est en colère parce que forcément on a perdu un de nos camarades
Donc on est triste et en colère, mais on est aussi sous nos gardes parce qu'on sait qu'on est en guerre et qu'il faut être sous nos gardes pour défendre la population. On était déjà aux aguets, on a eu déjà des rappels pour être aux aguets par rapport justement au fait que les élections sont dimanche et qu'il faut être sous nos gardes par rapport à ça. Et ça n'a pas loupé. C'est pas fini et c'est loin d'être fini. Il y a un travail de longue haleine qui doit être fait pour éradiquer la menace terroriste. En Guyane, jour de fin de mobilisation, le collectif a signé un accord avec le gouvernement après des heures de négociations. L'annonce a été faite cet après-midi à la préfecture devant la foule venue acclamer une dernière fois les leaders du mouvement. Le reportage de Natacha Maltaverne et de Jonathan Lariot. La Guyane voit enfin le bout du tunnel. 16h35, sur le balcon de la préfecture de Cayenne, le collectif annonce que les accords de Guyane sont enfin signés. Parce que j'ai signé devant le drapeau guyanais. Ça restera gravé à jamais. C'était pas gagné. On a réussi à faire le gouvernement, au-delà de ce qui était déjà acté, engagé, verrouillé, à inscrire ce protocole-là, à le publier dans le journal officiel de la République. C'est la cerise sur le gâteau, on va dire. Et donc, on est serein parce que maintenant, on pourra travailler avec ce document-là. Et si jamais l'État ne fait pas ce qu'il faut, c'est un document opposable avec lequel on peut rester en justice si jamais l'État ne fait pas ce qu'il faut. Et c'est ça qui est important. Après 12 heures d'ultime négociation et rectification, les accords de Guyane sont enfin acceptés par toutes les parties. Alors satisfait, c'est un grand mot. J'aurais préféré avoir beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Maintenant, c'est un moindre mal. On a été jusqu'où l'on pouvait, je pense. On a prouvé que c'est 77 élus, c'est une population, c'est 40 000 personnes dans la rue, des collectifs qui ont quand même, qui ont vu qu'on a du mal à faire bouger un gouvernement, même en partance. Donc on se rend compte des réalités. Je pense que ça nous servira aussi à tous, quelque part, de leçon. Le texte signé par le préfet en tant que représentant de l'État assure une protection. Ces accords devront être pris en considération par le prochain gouvernement. Ce qui est publié est ensuite quelque chose qui sera porté à la connaissance, bien entendu, du prochain gouvernement. Les élus présents à la table de signature rendent hommage à l'action du collectif. Grâce à la marche du 28 mars, pratiquement 240 millions d'euros de commandes publiques. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour les 500 frères, pour le collectif, pour les Guyanais, toutes tendances confondues, toutes communautés qui ont osé exprimer à l'État leur exaspération. Une nouvelle page se tourne, mais la mise en place des mesures actées dans ce plan ne s'effectueront pas du jour au lendemain. Il faudra attendre plusieurs années. Et la fin du conflit signifie également et surtout la fin des barrages routiers qui étaient installés sur différents points stratégiques de la Guyane. Ces derniers jours, la tension était montée d'un cran entre les pros et les anti-barrages. C'est donc la délivrance pour les manifestants qui avaient campé ici pendant 37 jours. L'heure est désormais au nettoyage. Le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Il est 9h au rond-point de la Crique Fouillée. Les manifestants s'apprêtent à quitter le barrage. Nous sommes satisfaits, soulagés que nous puissions arriver au terme de toute cette, pas manifestation, mais de tout ce travail en tout cas. Et c'est vrai que c'est avec grand soulagement, avec plaisir que nous sommes en train de plier nos bagages actuellement. Dans la bonne humeur, ils expriment leur satisfaction face à la fin de ce long combat qu'ils ont mené depuis près d'un mois. Nous avons lutté, c'était vraiment difficile de gérer la population qui était très énervée, faire de la circulation, faire de la médiation, faire de la sécurité. Mes camarades sont là aujourd'hui, on démonte, toujours avec le même enthousiasme, la même joie. Et on se dit au plaisir de se retrouver parce que ce que nous avons fait aujourd'hui, en fait, durant tous ces mois-là, est un exploit. J'espère que la Guyane sortira grandie de cette manifestation et qu'il pourra nous servir par la suite à régler tous nos problèmes. Une chose est sûre, ce mois de combat aura permis aux manifestants de tisser entre eux des liens très forts. L'ambiance sur les barrages pourrait leur manquer. Du côté humain, effectivement, c'est un petit peu triste parce que nous avons quand même fait un mois sur le site et nous avons rencontré plein de gens, nous avons fait beaucoup de rencontres, nous avons fait de belles rencontres d'ailleurs et c'est vrai que je pense que dans les 2-3 premiers jours, ça va nous manquer un petit peu, mais qu'est-ce que voulez-vous, hein? Il faut y aller. Nous avons passé un mois sur ce barrage. On vivait dessus avec mes collègues, mes camarades, ainsi qu'avec nos voisins, les transporteurs.
Nous avons tissé des liens très forts d'union, de solidarité, beaucoup de cohésion sociale. Et on a un peu le cœur gros de quitter les lieux, mais bon, j'espère que c'est pour une bonne cause et je pense que toutes les signatures se feront bien cet après-midi parce que je pense que si ça ne se passe pas comme on veut et on lève le barrage, je pense que la guerre va s'enflammer. Et pour se souvenir du combat mené durant ces dernières semaines par la population, Arlette Edvar a quelques idées. Je voudrais faire un appel à la mairesse de Cayenne afin que ce rond-point puisse être rebaptisé le rond-point du 28 mars en hommage à la grande marche que nous avons faite pour ce combat. Alors j'espère qu'elle approuvera et que la population me suivra pour cette demande. Les manifestants espèrent avoir fini avant 14 h pour pouvoir être devant la préfecture dans l'après-midi lors de la signature des accords par le préfet. Voilà donc fin de conflit, je vous le rappelle, sur le mouvement social en Guyane. Retour chez nous, la Terre a tremblé ce matin à 6h16 selon l'Observatoire volcanologique et sismique. Le séisme était en fait une réplique, une secousse de 4,5 sur l'échelle de Richter, diversement ressentie par la population martiniquaise. On voit cela avec Guy Raphaël René. Selon les endroits et selon la sensibilité de chacun, la secousse de ce matin a plus ou moins été ressentie par la population. Oui, j'ai senti le tremblement, il était 6h45, j'étais couchée à Trinité en fait. C'était pas assez fort pour que je sois inquiète, non. Je n'ai rien ressenti. Vous étiez dans quelle commune? J'étais justement à Fort-de-France. C'est ce qui m'a réveillée ce matin en vérité, ce qui fait qu'après la secousse c'est vrai était très courte, mais une fois que je l'ai ressentie, j'ai continué je crois à trembler moi-même pendant un bon moment. C'est vrai que c'était assez court mais intense. J'ai entendu parler du tremblement de terre de ce matin sur les réseaux sociaux. Ce matin j'étais à la Mina, j'ai rien ressenti du tout. D'après les données relevées à l'Observatoire du Morne des Cadets à 6h16 heure locale, le séisme de magnitude de 4,5 sur l'échelle de Richter a été localisé au nord-est de Trinité. Le séisme qui a été ressenti ce matin vers 6h15 en fait est intervenu dans la même zone que le séisme de magnitude 5,8 qu'on avait eu en février, un vendredi après-midi en février cette année. Et donc typiquement c'est vraiment une réplique de ce séisme. Dans cette zone vous avez les deux plaques, donc notre plaque Caraïbe qui vient converger avec la plaque américaine qui passe dessous. Et en fait, au niveau du contact entre les plaques, vous avez un frottement qui va se relâcher à travers des séismes. Une zone où le risque sismique est très élevé et qui pourrait générer un séisme majeur. Quand on parle du Big One, c'est parce qu'on parle de cette zone-là, oui c'est ça. Historiquement, on a eu des séismes plus importants dans cette zone. Évidemment, on n'est toujours pas capable de dire quand se produira le suivant, mais on sait que des séismes majeurs peuvent se produire dans cette zone. Chaque année, l'Observatoire enregistre en moyenne 1000 secousses dans la zone Martinique et environ 1600 dans la région des Petites Antilles. Les tremblements de terre risques collectifs auxquels 49 infirmiers libéraux sont maintenant préparés. Ils ont reçu leur diplôme ce matin à l'issue d'une formation qui les a également perfectionnés aux soins d'urgence face à une catastrophe de grande ampleur. Écoutez Richard Timon, l'un des nouveaux diplômés, ainsi que Janine Duféal, une infirmière formatrice, tous les deux interrogés par Guy Raphaël René. Cette formation nous a appris comment prendre en charge les différents blessés lors d'une catastrophe naturelle ou ne serait-ce qu'aujourd'hui un attentat. Lors de ma formation d'infirmier, cette partie n'a jamais été étudiée ni enseignée. Donc il était important de suivre cette formation, de découvrir et puis ensuite de pouvoir donner mon savoir si demain nous sommes en présence d'une catastrophe. Si demain l'une d'elles apparaît, on doit être prêt à prendre en charge cette population, à les aider de telle manière à ce que nous sommes les premiers secours et quand véritablement les secours d'extérieur arriveront, nous aurons déjà fait notre part de travail. C'est une formation qui a été réalisée avec un partenariat du SDIS, Service départemental d'incendie et de secours, et le CESU, le Centre d'enseignement des soins d'urgence, avec une partie pour le CESU, la FGSU, où on forme les infirmiers aux gestes et soins d'urgence, et la partie risque collectif, où on apprend aux infirmiers à prendre en charge plusieurs victimes dans le cadre d'une urgence collective. Nous avons eu l'exercice Richter tout récemment, où les infirmiers libéraux ont été sollicités dans le cadre de cet exercice.
Donc c'est une formation qui peut leur être utile justement dans le cadre d'un événement majeur qui va se passer sur le département, puisque pour cet exercice Richter, ils ont été sollicités par l'ARS à participer. Restez avec nous à suivre dans votre journal les aînés du Nord à l'honneur. Visite de jardin, conférence, déjeuner dansant pour la journée internationale des aînés du Nord Caraïbes ce vendredi. Et puis nous partirons en Guadeloupe à la découverte du nouveau prestataire, organisateur de l'examen du code de la route. Et puis dans votre JT des communes, vous entendrez le sentiment des usagers de l'avenue Maurice Bishop à Fort-de-France, une voie très dangereuse pour les piétons. Ils ont donc été chouchoutés. Aujourd'hui, les aînés du Nord Caraïbes étaient invités à une journée détente par le Centre communal d'action sociale de la ville de Schellcher au programme balade et déjeuner dansant. Voyez le reportage de José Le Chertier. Nos aînés se mettent au sport et c'est dans le cadre verdoyant du domaine d'Émeraude au Morne-Rouge qu'ils se sont retrouvés à l'occasion de la première édition de la journée intercommunale des aînés du Nord Caraïbes. Pour Marie et Nobourg, deux jeunes carbétiennes, il s'agit de profiter à fond de ce moment entre amis. Mais c'est la marche que vous voyez, et puis de sortir de chez soi, de voir ce qu'il y a, et puis de respirer un peu d'air frais de la montagne, c'est tout près de la montagne. Et vous, madame? Eh bien, c'est bien pour respirer la montagne, et puis pour connaître, et puis pour sortir de la maison, en fait, corps détendre, puisque rester à la maison tous les jours comme ça, hein, c'est pas bien, n'est pas à faire. Alors là, ça fait du bien. Pour la suite de la visite, un choix s'offre à nos sportifs du jour, une petite marche à travers la forêt. Cet espace naturel propose 3 sentiers de niveaux différents. L'allure importe peu, le principal est de rencontrer d'autres aînés. C'est une journée de convivialité. Bon, je retrouve des copines pour changer un peu les idées. Bon, là, le sport, de toute façon, j'en fais toute la semaine. Une fois qu'ils tombent, après on les écrase et puis ça fait comme une espèce d'amande. De l'autre côté du parc naturel, Yannis, spécialisé dans les plantes médicinales, fait découvrir ou redécouvrir cette richesse de notre île. Pour le jeune homme, c'est un pur moment de partage. Ils connaissent pas mal de choses, mais ils connaissent pas tout. Donc on essaie de leur apporter un petit plus et puis de voir aussi, parce que eux aussi nous apportent aussi, hein, quand ils nous disent plein de choses sur les pratiques qu'on avait dans l'ancien temps, quoi. On fait le tour du jardin, on passe dans les serres et tout, et à chaque fois on a plutôt de bons retours. Et franchement, moi je suis très content d'avoir affaire à des personnes âgées, même aux enfants d'ailleurs, puisqu'on peut leur apprendre et discuter avec eux, quoi. Françoise, elle, n'en est pas à sa première visite. Les plantes n'ont aucun secret pour elle, mais elle ne se lasse pas d'en apprendre davantage. Ça se passe admirablement bien, puisque ces messieurs connaissent bien leur domaine. Et donc j'en profite. On se rend compte qu'en connaissant bien les plantes, on peut se passer de ce qu'on appelle des antibiotiques et mieux prendre en compte sa santé. Au Millénium du Morne-Rouge, différents stands attendent les aînés. Théonie a trouvé son bonheur à l'atelier Happy Silvers. Formidable. Je suis déjà allée une première fois chez eux, c'était très bien, j'aimerais y retourner. Mais qu'est-ce qui vous plaît justement? Alors justement, il y a pour nous montrer, nous faire les photos. Ensuite, il y a les gestes qui sauvent aussi, voir les gestes qui sauvent. Et puis nous montrer encore mieux pour la tablette. Je sais déjà, j'étais prof de maths, mais quand même j'aurais aimé me perfectionner. Je pense que c'est une journée à faire. C'est une journée à faire vraiment par rapport aux personnes qui ne travaillent plus. Donc ça les occupe et ça leur permet de s'épanouir et tout ça. Un moment d'échange et de découverte conviviale qui a séduit nos aînés. Parlons du code de la route maintenant. Depuis la réforme de l'examen, ce sont des centres agréés qui reçoivent les candidats, des organismes privés. Je vous propose de découvrir l'un d'entre eux avec nos confrères d'ATV Guadeloupe. Ce nouveau service d'examen du code de la route se veut pratique et facile d'utilisation. L'inscription peut se faire aussi bien en ligne, par téléphone ou via l'application mobile, entièrement gratuite. Le candidat aura besoin d'un numéro NEPH délivré par la préfecture après réception des formulaires d'inscription au permis de conduire. Puis le candidat pourra créer son compte .code et réserver sa place pour l'examen, après de s'être acquitté des 30 € réglementaires. Une confirmation par email sera envoyée avec la liste des documents nécessaires. Une fois l'ensemble de ces étapes passées avec succès, il ne reste qu'au candidat à se rendre dans l'un des centres d'examen de sa région. En Guadeloupe, le premier .code est basé aux Abîmes. Le jour J, les candidats ont face à eux un ordinateur à grand écran pour le visionnage des séquences vidéo de conduite. 48 heures plus tard, un email sera envoyé afin de notifier le candidat de la disponibilité de ses résultats en ligne.
Un peu de sport, la 13e édition des foulées pélénéennes, c'est demain. La course à pied recevra des compétiteurs du monde entier pour un parcours de 15 km au Morne Rouge. Les détails avec Christian Léopoldi au micro de José Lechertier. Le parcours n'est pas difficile, contrairement à ce que les gens pensent. C'est vrai, on ne peut pas faire un parcours plat au Morne Rouge. Nous sommes au Morne Rouge. Le départ, c'est Champflore. Nous retournons vers la propreté, l'usine Socomore, Font-Marienne. Nous entrons de nouveau à Champflore. Donc, quand nous passons sur la ligne de départ, nous sommes à 7 km. On revient vers le Morne Rouge en empruntant Font-Marienne, l'avenue Edgar Nestoré. Nous redescendons vers la rue Lucie. Nous faisons Savane-Petit, Savane-Hubert, Font-Abattoir et la ligne d'arrivée en face du stadium. Nous avons des athlètes cubains qui reviennent cette année. La championne du marathon, le Cuba, qui sera là cette année. Nous avons les deux de Saint-Domingue qui reviennent, Sainte-Lucie, la Guadeloupe. Et aussi, nous avons la surprise d'accueillir un Éthiopien naturalisé américain qui sera avec nous pour les 13e éditions des foulées pélénéennes. Les chances martiniquaises, vous savez, quelqu'un qui va faire du 44 ou 15 km, je ne sais pas, à Paris ou n'importe où, en Martinique, au Morne Rouge, il va le faire en 51. Nous avons des athlètes en Martinique, en tout cas, qui passent à 50, 51. Et donc, les chances, ils ont toutes leurs chances, il n'y a pas de problème. Et le sport sera bien présent ce week-end malgré l'actualité politique. Notez le début des playoffs en basket, les demi-finales, retour en volleyball ou encore l'Eco Beach, le tour d'horizon de ces différentes manifestations avec Karil Chassol. Temps fort de ce week-end, en basket, les finales des playoffs ont débuté depuis 19h. Chez les femmes, elles opposent la Gauloise à l'Éclair. Au masculin, à 21h, la finale opposera le Golden Lion au SC Lamantinois. Les deuxièmes rencontres auront lieu demain à 18 et 20h au Palais des Sports de Rivière-Salée. En volleyball également, on dispute les playoffs, mais là il s'agit des demi-finales retour. Ce soir 20h chez les femmes, le Good Luck sera face à l'Espoir et demain 19h, le Rayon sera opposé à l'Éveil. Chez les hommes, ce soir 21h, l'Espoir sera opposé au Rayon et demain 21h, on aura droit à un Good Luck Éveil. Des rencontres qui se déroulent au Palais des Sports de Trinité. En handball, on joue la 18e et dernière journée du championnat de pré-national. Au féminin, 2 matchs au menu. Ce soir, tout d'abord à 20h, Étoile de Gondo réveil sportif au Palais des Sports du Lamentin. Puis à 20h30, Ugirodo USC Citron à Corridon. Suite de cette journée, la semaine prochaine. Au masculin, 2 rencontres sont également prévues ce soir. À 20h30, le TS franciscain accueille Sainte-Anne-Cap 110. Et à 21h30, on aura droit à Étoile de Gondo, réveil sportif au Palais des Sports du Lamentin. Demain, 19h, une rencontre et les autres auront lieu en milieu de semaine prochaine. En football, début ce soir 20h dans la 23e journée du championnat de Régional 1. 2 matchs, Golden Lion Club Colonial à Saint-Joseph et RC Rivière Pilote Aiglon à Ancamé. Demain, 16h, 3 matchs. Il y en aura un toujours demain mais à 19h. Et cette journée se clôturera dimanche 16h. En VTT, la Bikers Cup a débuté cet après-midi. Elle se poursuit demain 14h30 à Font-Galion à Trinité avant de se terminer dimanche 9h30 à Guigneron au Lamentin. En moto, la deuxième manche du championnat de course de côte aura lieu dimanche. Elle se déroulera au Marigot. Les montées officielles sont prévues à partir de 13h30. Enfin, en beach tennis, l'Eco Beach Creole a débuté aujourd'hui sur la plage du Coin au Carbet. Les finales sont prévues dimanche. Voilà pour le programme. Tout de suite, notre invité ce soir, Mickaël Letton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisateur du plus grand zouk du monde, un événement qui se tiendra le dimanche prochain, dimanche 30 avril au stade Pierre-Aliquer. C'est la 2e édition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de cette manifestation ? Oui. Le concept du plus grand zouk du monde, pourquoi zouk ? Parce que déjà, c'est une musique qui m'a bercé, donc que je défends beaucoup. Et puis l'idée de dire zouk, c'est parce qu'avant, justement, on disait je vais dans un zouk, donc je vais zouker. Donc pourquoi le plus grand zouk du monde ? C'est que j'imagine, j'aurais aimé avoir un maximum de personnes qui dansent en couple dans un stade. Donc l'année dernière, on avait mis un parquet de 500 mètres carrés dans le stade. Malheureusement, le public était debout, en train de regarder le spectacle, parce qu'on aime regarder le spectacle. Souvent, on ne participe pas assez. Et il y a des gens qui dansaient un peu plus loin sur la pelouse. Donc cette année, on ne met pas le parquet, mais c'est toujours le même concept. On aurait aimé voir les gens danser. Donc ce n'est pas une série de concerts, c'est vraiment une manifestation où le public est appelé à être
Ah oui, c'est Disons, une série de acteurs. concerts. Il y a 4 concerts en fait. Dans le concept, il y a 4 concerts live. D'ailleurs, on va finir par Admiralty. Donc la partie zouk est en amont. On va faire un set live mix où les morceaux vont s'enchaîner en fait. Ce sera comme un DJ. En live, c'est du jamais vu. C'est-à-dire qu'on va prendre 9 artistes. Pour ne pas les nommer, il y aura Khalid et Saint-Prix, Princess Lover, Lauriane Zachary, Métis S, Anthony Drew, Jacques Darbo, Harry Diboula. J'espère ne pas avoir oublié. En tout cas, tous les morceaux vont Dédé Saint-Prix, pardon. Tous les morceaux vont s'enchaîner non-stop. Ensuite, il y aura une pause avec un DJ, le temps que Zouk Machine se mette en place. Et la Martinique aura la chance de fêter les 30 ans de Zouk Machine avec Madame Cristiano Bidol. Et en invité, il y aura Dominique Zoro-Babel. Malheureusement, ça n'a pas pu être possible d'avoir plus de monde dans Zouk Machine. Et enfin, les 2 autres concepts ne seront pas Zouk. Il y aura un concept soca avec Destra Garcia, une star de soca, Trinidad, qui déchire en live pendant 1 heure à peu près. Et puis on finit en beauté avec quelqu'un qui a cartonné à Bercy il n'y a pas longtemps. C'est Admiralty en live qui fait le plaisir au public martiniquais de venir. Donc je suis très content de ce mélange des genres. Et c'est ce qu'on appelait un zouk avant. Dans un zouk, il n'y avait pas que du zouk. Donc c'est fait exprès. Donc il y a du zouk, il y a de tout. Et puis il y aura des surprises que je n'ai pas annoncées ce soir. Alors, cela se passe au stade Pierre-Aliquer, où il y a une grande capacité, un public qui pourrait être accueilli. L'année dernière, c'était à peu près 4000 personnes. Voilà. Est-ce que c'est aussi une volonté d'offrir aux artistes zouk de la Martinique aussi un espace où ils peuvent s'exprimer? C'est exactement ça, puisque vous constatez aujourd'hui que les grands concerts qu'il y a eu toutes ces dernières années, on peut remonter dans le temps. Il n'y a pas eu longtemps, il y a eu Maître Gims, on remonte encore plus loin, il y avait Johnny Hallyday, je ne sais plus. Et ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu un grand concert où on offre une scène zouk à nos artistes. Donc le but, c'est de faire les plus jeunes venir, et c'est pour ça que j'ai mis Destra Garcia et Admiralty, bien qu'Admiralty est également apprécié par les moins jeunes. Et de faire un mélange. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai expliqué un peu partout sur d'autres plateaux, aujourd'hui, il y a des soirées pour jeunes, ou des concerts pour jeunes, des concerts pour moins jeunes, et c'est ce qui est dommage. C'est aujourd'hui, si notre société est aussi malade, s'il y a un malaise dans notre société, c'est parce qu'il y a maintenant des clivages par catégorie, par âge, et je ne parle même pas de la politique qui divise encore. Donc la culture, aujourd'hui, c'est le moyen qui pourrait permettre à tout le monde de se retrouver, pour danser, pour faire la fête, pour apprendre à partager, tout simplement. Et le zouk, donc musique de chez nous, musique martiniquaise, face aux autres musiques extérieures, le dancehall, etc. Est-ce que c'est aussi l'élément privilégié pour ça? Alors, effectivement, le zouk a du mal à exister. Le zouk a du mal à exister pour diverses raisons. Alors, certes, la production aujourd'hui de zouk est peut-être moins soutenue. On est un petit marché avec la mondialisation. C'est compliqué de vendre déjà des CD, donc je comprends que certains n'osent plus. On continue à produire de la musique locale et on le voit à travers Kalash ou Admiralty, pour ne pas les citer, qui prennent de l'ampleur et qui introduisent de plus en plus aussi le français dans leurs textes. Pourquoi? Pour aller chercher un marché un peu plus européen, j'ai envie de dire. Donc, c'est le malaise du zouk. Sauf que le zouk, en français, c'est pas si évident que ça. Ça ressemble un peu à du R&B, c'est très lent. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu un divorce. Et on voit que le compas est bien installé ici. Et moi, je suis un défenseur du zouk. Je défends mon patrimoine. Le zouk fait partie de mon patrimoine. Et j'ai une volonté. Alors c'est un peu casse-cou, je l'avoue. Et j'invite la population martiniquaise à venir massivement. Nous avons fait beaucoup d'efforts sur les prix, mais de gros efforts sur les prix, parce qu'un tel concert à un tel prix, je peux dire que c'est donné. Il y a 6 heures de concert avec beaucoup d'artistes. Donc mon choix, il est militant, c'est-à-dire qu'il est moins commercial que... Pourtant, je suis un chef d'entreprise, mais il est plus patriotique, il est militant. Et puis, je me bats pour la culture. Nos artistes sont en souffrance, il faut leur donner de belles vitrines, quoi. Ils ne doivent pas être condamnés à jouer dans des petites soirées, des petites gardennes ou des levées de rideaux de je ne sais quoi. Il faut leur donner de grandes scènes. Donc il faut que les Martiniquais aussi, qui aiment bien aller à l'extérieur, parce que c'est bien d'aller à l'extérieur. Personnellement, j'apprécie parce qu'il y a le côté dépaysement, évasion, donc on va s'évader, c'est vrai, ça fait du bien. Mais c'est bien aussi de pouvoir s'amuser chez soi,
sans la barrière du billet d'avion, de l'hôtel, c'est pas cher, donc on devrait répondre massivement. Et à 9 jours donc, du concert, est-ce que vous avez au niveau de la billetterie déjà de bonnes tendances? Alors au niveau de la billetterie, il y a une meilleure tendance que l'année dernière, donc je suis content. Je pense qu'on surfe un peu sur l'année dernière parce que le public était satisfait. Et puis il faut dire aussi que nous mettons des moyens en sono et lumière comme jamais. C'est-à-dire que c'est sans prétention de ma part, c'est le retour des artistes, c'est le retour de tous ceux qui ont l'habitude d'aller dans des concerts. Et je disais ce matin sur une antenne que le plus grand compliment que j'ai eu, ça venait de Jocelyne Béroir. Madame Jocelyne Béroir qui était, elle n'a pas chanté l'année dernière, mais elle était dans la salle, et dans le stade plutôt, et elle m'a dit que c'était un plaisir de voir un tel investissement au niveau de la sono et de la lumière, et que même Cassa, par exemple, en Martinique, n'avait jamais eu la chance de jouer sur une aussi bonne sono. Donc ça m'a fait plaisir, sans faire injure à ceux qui ont fait la sono à l'époque. Pas du tout, c'est les moyens qui ont été mis en place, ils sont tout simplement colossaux. Merci beaucoup, Mickaël Létang, amoureux du zouk, défenseur du zouk et organisateur du plus grand zouk du monde. C'est donc le 30 avril prochain. Le 30 avril, à bientôt. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est ainsi qu'on referme cette édition. Restez avec nous à suivre votre JT des communes. Et dans votre JT des communes, direction Fort-de-France et l'avenue Maurice Bishop, connue sous le nom de la route de Sainte-Thérèse, en proie ces derniers temps à de nombreux accidents. Hubert Bornil a rencontré des usagers qui se plaignent du manque de civisme, notamment des automobilistes. Regardez. Il n'est jamais simple de traverser sur ce boulevard Maurice Bishop. Les gens nous l'ont dit, c'est un endroit hyper dangereux. Il faut faire attention à la circulation et surtout attendre que le petit bonhomme passe au vert. Et lorsqu'on n'a pas le temps, comme moi, on fait vite. Déjà avant, la traversée de Sainte-Thérèse comportait un certain nombre de risques et les accidents de la circulation étaient assez nombreux. Si la situation s'est améliorée du point de vue des infrastructures, il faut reconnaître que pour les piétons, le risque est toujours aussi grand. C'est le toit pas même quitter au passé, monsieur. On passage piéton, c'est pilé où? C'est comme ça actuellement. Depuis au volant, il n'y a pas qu'à garder ça qui a terre. Quand tu as ces flaques d'eau à l'écart, mouiller nous? Ah, il faut presser. Mais oui. Ah, mais si pas un piéton là, obligé de presser, parce que les autos vont venir là. Je passe par là, parfois je passe de l'autre côté au pas de l'église. Ou moi j'aime par là, j'étais au pas par là. Oui, il y a souvent des accidents. Hein? Ah, je sais pas. J'entends, mais j'apprends moi pourquoi c'est quand même. Mais c'est surtout plus bas, à partir du rond-point CGM, que les choses semblent se compliquer franchement. Sur cet axe, beaucoup de piétons se déplacent, on le voit. Et oui, c'est vrai, il y en a aussi qui traversent un peu n'importe comment. Il fait aïe. Il est là. Ouais, bien là, il va où je vais patience, il va où il va là, peut-être jamais ça. Voilà. Et c'est ça, c'est mon nom pas observer. C'est pas, il n'est pas observer. Pas traverser n'importe côté. Non. Ou pas éduquer ça. Je suis obligée de monter un peu plus haut pour pouvoir traverser, alors que je suis tout près. Voilà. Et les voitures vont très vite, c'est ça? Très vite, il faut faire très attention. Il faut que mettre de donne là, de donne devant passage piéton, devant au point aussi. Parce que ça va aller trop vite, c'est ça? Le moto va passer, tout ça, C'est aussi à cet endroit qu'un accident mettant en cause une moto et une vieille dame a eu lieu il y a à peine 10 jours. Le bilan est lourd, 2 morts. Alors qu'ils ont une visibilité, les voitures et les motos ont une visibilité. Hein? Malgré ça, ils arrivent à faucher les gens. C'est parce qu'ils ont une vitesse excessive, voilà. Plus qu'excessive. En tout cas, je me suis souvenu d'une règle essentielle, surtout traverser sur le passage prévu à cet effet. Il y a même le poussoir pour les piétons et puis observer le feu. Et puis beaucoup de gens l'ont dit dans ce reportage, il faudrait peut-être que les autorités pensent à mettre des ralentisseurs. Ça caille trop vite là. Voilà donc pour ce reportage du JT des communes. Restez avec nous, la suite de votre tranche info à suivre en Tchépéia. A tout de suite.